L'atelier est modéré par Teresa Grange, Nolwenn Trondard. À vous la parole. Bonjour. Donc on va co-animer avec Teresa cette table ronde, au cours de laquelle on va essayer donc de dresser un bilan pédagogique donc avec les personnes ici présentes du projet européen donc parcours civique et professionnel en montagne, hein, que vous connaissez donc tous, donc qui a duré pendant 4 ans, hein, donc qui est en train de se terminer là, c'est ça, sur cette année, et qui a été réalisé dans le cadre du projet du programme Alcotra, hein, donc qui est un programme de coopération transfrontalière européenne qui réunissait ici donc la Haute-Savoie et la vallée d'Aoste. Donc c'est un projet qui a consisté en l'organisation de résidences journalistiques, hein, qui était portée par le collectif We Report et qui a eu lieu dans 8 établissements. Donc juste, je rappelle rapidement les objectifs du projet. Donc, c'était de développer d'une part l'esprit critique à travers des opérations, des actions d'éducation aux médias et à l'information, d'aider les jeunes à devenir acteurs de leur information, et puis aussi d'impliquer les collèges, d'impliquer les établissements sur le territoire à travers la découverte des métiers et également des métiers qui sont liés à l'intérêt général et au territoire. Donc pour dresser ce bilan, on a la chance d'avoir les deux côtés de la frontière, donc à la fois des enseignants, des chefs d'établissement français, italiens, et puis également le point de vue d'un journaliste, voilà, qui va représenter le collectif We Report, un petit peu au pied levé, puisque nous devions avoir Fabio Loverso, mais c'est Alberto qui le remplace. Donc, je vais donc vous présenter déjà. Donc, Christine Roussel, qui est la principale du collège Jean-Jacques Gallet de Sionzier. Voilà. Céline Jacquet, qui est directrice adjointe au collège Assomption Mont-Blanc de Saint-Gervais-les-Bains. Franco Cossard, voilà, bonjour, proviseur du lycée linguistique de Courmayeur. Michaela Bois, c'est vous, bonjour, principale de l'institution scolaire Valdigne-Mont-Blanc. Et puis donc Fabio Loverso, qui est journaliste. Alberto Campi, qui est photojournaliste. Oui, j'ai le mauvais papier. voilà, qui remplace. Donc, voilà. Et donc vous êtes photojournaliste, hein, c'est votre spécialité. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, vas-y, on commence. Voilà, on vous propose de commencer par un premier tour de table où on va vous laisser la parole 5 minutes maximum chacun pour raconter un petit peu le contexte de ces résidences, les types d'actions que vous avez pu mener, comment ça s'est organisé, peut-être les productions qui ont été réalisées, et puis voilà, peut-être commencer à dresser un premier bilan sur lequel on reviendra ensuite au cours de la discussion. Donc je vais laisser la parole dans un premier temps à Céline Jacquet. Bonjour à tous. Donc un petit bilan sur 4 années de résidence journalistique au collège Assomption de Saint-Gervais. C'est globalement extrêmement positif. Tout d'abord, je pourrais commencer par expliquer que les élèves ont découvert le métier de journalisme. Ils ont également peut-être découvert un peu plus l'esprit critique. Je dis un peu plus parce que je suis professeur d'histoire-géographie sur mon autre casquette et que du coup c'est un peu mon travail aussi au départ de les aider à travailler cet esprit critique. Donc là, le fait ce que je retiendrai peut-être de très positif sur cette résidence, c'est que des gens qui sont professionnels du journalisme ont pu corroborer ce que les enseignants du quotidien rabâchent, et parfois avec énormément de résultats par rapport au travail quotidien que je peux mener. Une petite anecdote me revient que j'ai déjà ressortie lors de précédentes réunions. Je présente, comme chaque enseignant d'histoire-géographie, les manières, les méthodes pour présenter un document ou pour présenter une situation avec le qui, fait quoi, comment, pourquoi, quand et où. Et au bout de la 2e année de résidence journalistique, une élève me regarde très naïvement avec des grands yeux illuminés et me dit « Ah, mais madame, c'est les 5 W de Daphné !» Oui, effectivement, ce sont les 5 W de Daphné. Donc je crois que là, on a eu quelque chose de l'ordre de la réussite pour cette résidence journalistique
de permettre aux enfants de faire déjà du lien, de faire du sens et de s'approprier des éléments, des méthodes de réflexion. Pour moi, c'est une grande victoire. Oui, merci. En effet, l'apprentissage authentique demande un transfert et là, c'est la preuve qu'il y a eu un clic, que quelque chose s'est passé. Effectivement, on est toujours à la recherche d'approches pédagogiques pertinentes pour l'éducation aux médias. Et là, cette variété d'expériences diversifiées aussi, d'un côté et de l'autre de la frontière, sans doute va nous apporter quelques idées et va élargir nos horizons de sens du point de vue pédagogique, mais aussi du point de vue de citoyens par rapport aux médias. Donc, merci. On va laisser la parole à Madame Christine Russell maintenant. Alors, le collège de Sionzier, je dirais qu'il est très différent du collège qui nous a été présenté auparavant, puisque là, on est sur un gros collège avec 860 élèves, mais je dirais que le résultat est le même, c'est-à-dire que le bilan est très positif. Ce qui est ressorti, c'est vraiment la complémentarité, ce qui a déjà été évoqué, entre les enseignants et le journaliste. Je dirais qu'il y a une alchimie qui s'est produite dès le départ, et le fait que ça a duré 4 ans, il y a une régularité, et ça, ça a déjà été dit ce matin, mais ça a été vraiment important, c'est-à-dire qu'on a pu revenir avec les mêmes élèves ou avec d'autres élèves, et je dirais que le journaliste a fait partie de l'établissement pendant 4 ans. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu dans l'établissement, et je pense que l'apport a été mutuel, à la fois pour lui et à la fois pour nous. Quant au projet, c'est vrai qu'il y a eu 2 types de projets, soit des projets, je dirais, de longue haleine, c'est-à-dire nécessitant 36 heures ou plus sur l'année, et des projets beaucoup plus courts, notamment sur tout ce qui était l'éducation aux médias, mais le fait encore qu'ils soient revenus pendant 4 ans, c'est-à-dire qu'on a pu revenir sur un certain nombre de sujets et permis d'ancrer un certain nombre de choses, notamment sur le décryptage de l'actualité. Merci. Voilà que la thématique de la durée qui a été évoquée ce matin revient comme un point fort de ce type de projet, car il y a la collaboration entre les enseignants et les experts, les journalistes, mais puis quand le journaliste va partir, c'est l'enseignant qui reste et il faut prendre le relais et avoir de la continuité dans les projets et surtout dans la continuité dans les apprentissages. Donc, merci. On va peut-être vous laisser la parole maintenant du côté italien, que moi je connais moins du coup, donc je suis très curieuse de savoir comment ça s'est passé de votre côté. Allez, bonjour à tout le monde, je suis Franco Cossa, je suis directeur du lycée linguistique de Courmayeur. Bon, j'avais préparé toute une chose pour vous dire qu'est-ce qu'on avait fait comme ça. Après, j'ai écouté ce matin-là et j'ai complètement changé d'avis, ça veut dire je vous parle comme ça. Et j'ai fait 2 réflexions. La première, c'est une réflexion linguistique. Je veux dire, nous, en Italie, on a eu la chance de pouvoir faire le projet en français. Et alors moi j'étais prof d'allemand et j'adore les langues étrangères. Et je pense que nos élèves ont pu parler une langue qui n'est pas la langue maternelle. Et moi, je trouve ça, c'est hyper important. Et après, aujourd'hui, j'écoutais même tout le discours sur le fake news, sur le repérer les news comme ça. Non? Et nous, bon, on fait beaucoup de langues. Par exemple, on est en train même d'étudier le russe. Non? Donc, les élèves, c'est hyper important qu'ils puissent, avec 2 différentes langues étrangères, aller sur les différents sites et sans le filtre de la traduction, sans le filtre d'autres langues de comprendre. Donc, je pense qu'un des atouts qu'on a eu côté italien, c'est de pouvoir faire un projet dans une langue qui n'est pas la nôtre. Et après, moi je suis fan de la langue qui est parlée. Des linguistes disaient, on n'étudie pas une langue, on la pratique. Et c'est ça, non? Nous, en Val d'Aoste, je fais une petite critique quand j'étais petit. Le français, ce n'était que de la grammaire, des exceptions plurielles, féminines, des choses comme ça. Et moi, j'avais la terreur de cette langue-là. Après, bon, tu découvres que tout le monde la parle et c'est pas un problème. Niveau connaissance du territoire, ça a été génial. Après, c'est vrai que le Covid est arrivé. Donc, la partie négative, c'est qu'on n'a pas pu faire des rencontres avec les élèves français, et même comme prof comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut se connaître et pour parler de la fait de faire durer un peu le projet, on peut en projeter d'autres. Et là, c'est un peu l'impact du Covid.
Alors vraiment, les élèves ont pu interviewer beaucoup de professionnels de la montagne pour savoir comment ils ont dû changer. Côté italien, les remontées mécaniques ont été bloquées pendant toute une année et dont les moniteurs de ski, toutes les familles qui vivent avec ça ont dû vraiment renouveler. Et ça, les élèves ont pu connaître une profession, comment interviewer, utiliser une langue étrangère et connaître un peu ce qui se passait dans notre territoire. Pour le reste, je passe peut-être la parole à Amandine de Marteau, qui est notre prof de français et qui a suivi le projet vraiment personnellement. Merci. Merci. Oui, bonjour, je ne vous ai pas présenté en fait, parce que vous n'étiez pas sur... Donc je m'en excuse. Hein. Donc vous êtes enseignante voilà, c'est ça, au lycée linguistique Courmayeur. Voilà, donc moi j'ai vraiment vécu de l'intérieur le projet. Donc ce projet sur 4 ans, nous au lycée, donc un public qui est un petit peu plus âgé que les vôtres, on a eu 2 journalistes, donc Pierre Gouillou qui est ici parmi nous, et puis Fabio Loverso. Et en fait ça, c'est vrai qu'en dehors de évidemment tous les avantages au niveau linguistique, au niveau, enfin les avantages qui ont été cités ce matin lors de la table ronde, donc comment aborder l'actualité, comment détecter une fake news, la liberté d'expression, etc. Moi, je voudrais mettre l'accent, ben oui, sur le fait que pour nous, pour les profs, en fait, c'était aussi l'occasion de faire entrer dans la classe la vie réelle et de faire sortir de la classe tout ça, non seulement au niveau de la langue, mais aussi au niveau oui, de la connaissance du territoire. Et alors, j'aimerais aussi insister sur le côté vraiment humain de ces rencontres. C'est vrai que Pierre, quand il est arrivé en classe, eh ben, il s'est tout de suite retrouvé face à des ados qui, oui, il y en a qui étaient intéressés a priori, et il y en a d'autres, non, quoi. C'était juste l'occasion d'avoir un peu de temps libre pour faire autre chose. Oui. Et il a tout de suite dit, bon, moi, je ne suis pas là pour être prof, je ne suis pas là pour vous évaluer, ni pour vous gronder, je suis là pour vous transmettre ma passion. Et ça, je crois que moi, c'est avec ça que je vais rester par rapport à ces 4 années et à ces rencontres. C'est le fait qu'on a vraiment rencontré et eu l'opportunité de vivre des moments avec des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font. Autant les journalistes que les personnes qu'on a interviewées, enfin, les sujets sur lesquels on a enquêté et les reportages qu'on a réalisés, on a vraiment rencontré des personnes qui ont transmis un amour pour ce qu'ils font, une passion, et ça, c'est fondamental pour les jeunes. Et pour nous, les profs, en fait, c'était aussi l'occasion de les voir dans un autre contexte et de dire, bon, c'est pas grave, tu t'es gouré sur le parti passé, mais bon, finalement, t'as appris quelque chose qui va te servir au-delà du cours. Et ce projet, ben oui, on a parlé ce matin de la montée des nationalismes et de l'ouverture d'un côté, mais qui est aussi une fermeture d'un autre côté. Et voilà, c'est à ça aussi que ça sert, ces projets. C'est se rencontrer, c'est aller vers l'extérieur. C'est dans la période du confinement particulièrement, ben pour les élèves, c'était se retrouver, manipuler des appareils avec toute une série de règles qu'il fallait respecter. Donc oui, se dire il faut être solidaire et il faut qu'on compose avec ce qu'on a et qu'on s'adapte pour aller rencontrer des personnes. Et donc voilà, ici, Franco disait que nous, on a travaillé pendant cette période-là sur des carnets de confinement. Ça a été l'occasion pour eux de se confier, de s'ouvrir, de raconter leur expérience à une personne qui n'était pas nécessairement leur prof, donc à un externe avec qui c'était peut-être aussi un peu plus facile de s'ouvrir. Et ensuite d'aller interviewer des personnes dont le travail, dont la vie professionnelle avait été vraiment touchée par les conséquences du Covid. Et là, c'était réel. C'était aller à la source, c'était aller demander à la dame de l'office du tourisme ou au guide alpin ou au viticulteur, ou leur demander, mais pour vous, comment ça s'est passé? Et ces gens, ils avaient envie de parler, ils avaient envie de répondre aux élèves. Et voilà, il y a eu bien sûr tout le travail de préparer les questions, d'aborder aussi un adulte qu'on ne connaît pas et de pouvoir le faire dans une situation de bienveillance. Tout ça, j'ai envie de dire, c'est des habiletés pour la vie qui vont bien au-delà de Flaubert et de l'accord du parti passé. Donc, on est à plein titre dans le développement de compétences, là. Hein. On va au-delà des connaissances et des capacités. Et au niveau collège, Michaela. Bonjour à tous.
Oui, et moi, je ne veux pas me répéter, mais quand même, je peux dire que même chez notre institution scolaire, le bilan a été très, très positif. Et l'aspect du développement des compétences a été sûrement un des points forts de ce projet. Le fait d'avoir développé le projet sur 4 ans avec des résidences journalistiques de longue durée dans notre institution, car on a toujours eu 4 semaines de résidence pour 5 jours par semaine, 3 heures par jour par classe, donc c'est un temps important d'un point de vue d'un impact. Mais ça, comme on le disait ce matin, est l'aspect qui permet le développement des compétences, car autrement, des interventions à spot n'auraient pas pu donner les résultats qu'on a eus. En effet, les élèves ont eu la possibilité, grâce au travail, à la professionnalité et à la qualité des journalistes de WeReport, de travailler en réelle mise en situation, mais pas une mise en situation construite et artificielle, mais réelle. Ils ont produit pendant les 4 années un tas de produits. Par exemple, dans la première année, donc 2018-2019, ont été réalisés 2 journaux, un journal télévisé. Dans l'année successive, un journal télévisé, une émission radio, un MOOC, un carnet de confinement. Et les 2 années qui sont juste passées, ils ont travaillé sur les interviews. Donc, toutes des occasions réelles où les élèves se sont engagés en première personne. Ils ont pu utiliser de matériel professionnel avec les règles, comme disait Amandine avant. Et à l'intérieur de chacune de ces expériences, les élèves ont pu trouver un espace selon leur propre leur potentialité. Donc, dans tous les produits qui ont été réalisés, chaque élève a pu démontrer aussi et avoir des occasions pour démontrer des potentialités que parfois, dans un contexte scolaire traditionnel, n'arrivent pas. Et en plus, à mon avis, un atout important, comme on vient déjà de le dire, a été réellement établir un pont entre le monde de l'école, qui parfois est vécu comme un monde à part par rapport à la vie quotidienne et à la réalité de tous les jours. Et ça a pu être réalisé grâce à la synergie des professionnels avec les enseignants qui ont mis ensemble des compétences différentes, mais avec le même but. Il y a eu donc chez les élèves un engagement créatif qui a permis de créer soi-même des produits médiatiques à l'aide des professionnels, avec une confrontation avec les professionnels. Oui. Alors peut-être qu'on va écouter. Oui, ce serait intéressant d'avoir le point de vue du journaliste. Savoir aussi, on en parlait un petit peu ce matin déjà, comment vous êtes emparé en fait de ce rôle de pédagogue ou d'éducateur aux médias, et on pourra après revenir peut-être sur ces questions de synergie et de collaboration entre équipe enseignante et équipe journalistique. Voilà, comment vous êtes répartis les rôles, comment vous avez travaillé ensemble et quelle est la clé de la réussite en fait pour ce type de collaboration. Voilà, je vous laisse. Alors, nous, en tant que collectif, on a commencé à travailler dans l'éducation média autour de 2015 et on a travaillé sur différents projets dans différents établissements, dans différents pays. Et ce projet-là, le projet pour lequel on est là en ce moment, c'était un projet très particulier parce que c'était un projet qui durait 4 ans. 3 ans au début, après c'est devenu 4 ans. Et cette typologie, ça nous a permis de vraiment évoluer et de s'améliorer. Je pense qu'il y a 2 choses qui n'ont pas changé dans le cours de ces 4 ans. C'était notre passion et notre engagement. Et la volonté d'être à l'écoute des élèves, d'apprendre. Moi, chaque fois, à la fin de l'année, je disais, vous pensez d'avoir beaucoup appris quand je parlais, mais en réalité, c'est moi qui j'ai beaucoup appris de vous.
Parce que notre métier, bien sûr, est en évolution continue. Et grâce à l'éducation média, on peut vraiment évoluer. Et évoluer dans la manière de raconter des histoires, de parler aux gens. Et c'est une chose très importante. D'un point de vue des choses qui ont évolué, moi je me suis rendu compte que la clé du succès, c'est sûrement le temps, la durée, les 4 ans, la synergie avec les établissements scolaires, notre capacité d'adaptation. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au début, quand on a proposé le projet, on a fait un planning, on avait construit une série de modules pour traiter différentes thématiques liées au journalisme. Et moi, dans la réalité, je me suis retrouvé à parler d'autres choses, dans le sens que j'ai commencé à expliquer l'utilisation de WhatsApp, l'utilisation d'une boîte email, comment on écrit des messages. Éducation média de manière très large. La communication est comme c'est confronté avec l'autre. À côté de ça, on a traité des thématiques d'environnement, d'histoire, d'éducation civique, et c'était très drôle dans certaines classes quand on disait la semaine prochaine il y a le projet Peter. Oh oui, mais c'est un projet d'histoire. Ah oui, mais c'est un projet d'éducation civique. Ah mais non, mais c'est de l'éducation média. Et là je dis ouais, c'est bien ça. C'est quelque chose de beaucoup plus large, très perméable, et que ça marche très bien si les enseignants et les établissements ils sont très engagés. Moi, j'ai travaillé 4 ans à Morges, en Vallée d'Aoste, et le fait de rester 4 ans dans le même établissement, ça nous a permis de travailler ensemble. Et en plus, moi je suis italien, italophone, un peu francophone, j'essaye. Et aussi d'un point de vue de la langue, je me suis par exemple beaucoup interrogé, parce que quand même c'était un projet qui était censé être basé sur la langue française, mais mon but, c'est pas d'être un enseignant de langue. Le but, c'est de faire évoluer la pensée des élèves. Et par exemple, je pense, je suis sûr, j'ai fait des sondages à l'intérieur des classes, le fait de parler soit l'italien, soit le français, c'est vrai que ça prenait beaucoup plus de temps. Moi, j'étais dans un collège, dans les classes des 2e, mais ça permettait soit de parler en français et utiliser cette langue, et d'évoluer d'un point de vue du lexique, de la langue, mais j'utilisais l'italien pour faire passer des concepts assez complexes. Quand on parle du 4e pouvoir, quand on parle des sources, le fait de pouvoir jouer sur les 2 langues, j'ai pu aller beaucoup plus loin que seulement avec la langue française. Et aussi avec un résultat que les élèves, c'était beaucoup plus attentif. Voilà. Oui, merci. Oui, vous avez touché à plusieurs thématiques. Est-ce qu'on peut rester encore un petit instant sur les synergies? Donc, à Morges, on a vu pendant 4 ans, ça a été vraiment une cohabitation, une collaboration. Et pour ce qui est du lycée linguistique, vous avez parlé tout à l'heure de la passion et donc de la relation entre les journalistes et les élèves. Et avec les enseignants, comment ça s'est passé? Journaliste, enseignant, oui, donc justement, en fait, dans notre cas, on a changé, enfin, on a eu 2 ans avec un journaliste et puis on a eu un changement. Et justement, ce changement, c'était très chouette parce que ça a permis déjà que la personne, que le journaliste puisse transmettre des savoirs et justement une particularité, une spécialité différente du collègue. Et donc, dans notre cas, en fait, donc le premier journaliste qui a collaboré avec le lycée était francophone et parlait pas un mot d'italien. Enfin, peut-être que là, maintenant, il a appris quelques trucs. Mais, et donc, pour les élèves, oui, ils étaient forcés d'utiliser la langue française. Cette année-là, il n'y avait pas encore le Covid. Donc, on est venu ici à Chamonix. On est allé interviewer des personnes qui travaillaient dans le recyclage des déchets. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs intervenants ici sur le terrain. Et donc, c'était vraiment un bain linguistique complet dans un langage de spécialité. Et alors, ce journaliste a plus travaillé avec les élèves sur la partie radio et sur la rédaction d'articles. Tandis que la deuxième partie du projet, donc là, avec le journaliste qui lui aussi était italophone et qui a utilisé le français pour le projet, mais voilà, comme Alberto l'a dit,
y a souvent eu aussi des glissements vers la langue italienne, puisque en fait le but du projet, c'était pas d'apprendre la langue française, c'était de se familiariser avec le Bien métier. sûr, oui, mais avec les enseignants. Ah, pardon. Comment ça s'est passé, la collaboration entre journalistes et enseignants? Eh ben, bien. Est-ce qu'il y a eu... Est-ce que vous avez appris des choses? C'est clair qu'il y a eu une implication différente en fonction de la matière qui était enseignée et en fonction en fait du sujet qui avait été choisi en collaboration avec le journaliste et donc le professeur de telle ou telle matière. Donc évidemment, quand on a travaillé sur le recyclage des déchets, il y a eu l'implication du prof de sciences, du prof d'anglais, d'histoire géo, tandis que voilà, on a aussi interviewé la fanfare de Courmayeur. Donc là, c'était le prof d'histoire de l'art qui est aussi impliqué dans un projet musical. Donc voilà, c'était... Selon les contenus, mais Franco, peut-être tu veux... Non, oui, je voulais ajouter une chose. Non, je reprends ce qu'il disait le journaliste. Il disait, bon, les élèves demandaient, mais c'est quoi? C'est histoire, c'est italien, c'est comme ça. Et ça, le projet nous a aidé beaucoup à changer un peu la didactique. Bon, vous savez, en Italie, on a un écrivain, c'est Manzoni, on a un livre, c'est I Promessi Sposi, c'est un peu comme Les Misérables chez vous, non? Et dans n'importe quelle école, dans n'importe quel collège, dans n'importe quel lycée, il y a le prof qui doit toujours terminer les Promessi Sposi. Tu fais n'importe quoi, tu dis, mais non, on ne peut pas faire un projet, je dois terminer le programme. Ça, c'est fou, selon moi, non? Et ce projet-là nous a aidé un peu à sortir de cette contrainte, on dit, je ne sais pas si... J'invente un peu, je ne sais pas si vous comprenez, mais de ces contraintes comme ça, dit, mais non, maintenant c'est le projet, ce n'est pas une matière, c'est l'éducation aux médias. Et donc, ce n'est pas nécessaire qu'on fasse italien, français et mathématiques comme ça. Donc, ça nous a aidé beaucoup à faire changer un peu l'optique des profs que je ne connais pas bien la réalité française, mais quelquefois, en Italie, ils sont hyper liés à son propre sujet, sa propre matière. Moi, je fais comme ça, j'ai la programmation, j'ai le programme national, je dois terminer, j'ai le devoir. Et bon, on dit, mais non, allez, on se décontracte un peu et on peut faire autre chose. Et selon moi, le but, c'est, et on est vraiment arrivé, de parler une langue. Et même si quelquefois, elle faisait des fautes avec le participe passé, l'accord du participe passé et le COD avant ou après le verbe. Bon, c'était pas ça. Mais il parlait, et ça, j'ai adoré. Et après, les profs ont bien compris que si on travaille ensemble, et si on... C'est génial ce qu'il disait avant, si les profs sont engagés, le projet marche. Si les profs disent, oh bon, c'est le Peter, comme ça je vais boire le café, bon alors, c'est pas ça qu'on veut. Si vous voulez, je peux donner deux exemples très, très simples. C'était avec un prof de Courmayeur, qui, la deuxième année, elle est venue vers nous, vers moi et Fabio, en disant « Ah, vous travaillez sur le reportage. Alors, à partir de l'année prochaine, je vais travailler en tant que prof de français sur l'écriture du reportage et de la description. » Et là, la troisième année, c'était hyper bien, parce qu'elle, de son côté, elle avait préparé les élèves, elle avait adapté son programme de didactique de la langue française, et le résultat était magnifique. Cette année, pareil, avec une prof de français, moi, j'ai travaillé sur la thématique de l'eau. Et un jour, je rentre dans la classe et je trouve sur le tableau toute une série de mots-clés en français liés à l'eau. Et là, ça nous a permis de progresser soit sur la thématique, soit de préparer les interviews, mais soit d'un point de vue linguistique. Et ça, c'est juste des petits exemples. Mais après, avec la prof de sciences, avec la prof d'anglais, j'ai beaucoup essayé. C'était un peu difficile parce que j'ai dit, si vous m'aidez, moi, je peux tranquillement donner mon cours en anglais et travailler sur la presse anglophone. C'est pas important. Mais là aussi, il faut qu'il y ait cette synergie avec les profs. Et c'est une des clés hyper importantes pour le projet. Aussi parce que si les élèves ils voient que la prof ou le prof elle n'est pas engagée, elle ne voit pas la raison pour laquelle lui ou elle doit s'engager. Point. C'est mathématique. Et ça, sur des résidences plus courtes, ça nous arrive très souvent. Quand on nous demande des interventions ponctuelles, il n'y a pas de succès parce que la prof ou le prof, il dit, voilà, demain je ne fais rien parce qu'il y a le journaliste qui vient.
Et le résultat, c'est nul. Bon. Oui, j'ai envie de poser la même question du côté français, du coup, notamment les deux établissements de Sionzier et de l'Assomption-Mont-Blanc sont très différents en termes de taille, de public concerné. Donc c'est intéressant de voir de quelle manière vous avez réussi, l'une comme l'autre, je crois, à mobiliser une équipe enseignante aussi autour de ce projet, comment vous y êtes pris. Je crois que vous avez balisé une semaine entière, c'est ça, au Collège de l'Assomption. Et puis, une autre question, c'est de quel, en fait, à l'issue de ces 4 années, est-ce que le regard, on parlait tout à l'heure de la légitimité des enseignants à s'emparer de ces questions de l'EMI, est-ce que justement il y a eu une formation aussi des enseignants à l'EMI à travers cette résidence? Est-ce que vous avez, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que leur regard a changé finalement sur l'EMI? Ils se sont rendus compte que peut-être ils en faisaient sans le savoir, ou en tout cas se sentent plus légitimes à s'emparer de ces questions-là? Alors déjà, dans un premier temps, comment on fédère une équipe enseignante autour d'un projet? J'aurais peut-être beaucoup de mal à répondre à cette question parce qu'en termes de réalité, on est vraiment sur 2 établissements diamétralement opposés. C'est-à-dire que moi, j'ai une équipe de 12 personnes dont je fais partie en tant qu'enseignante à fédérer, ce qui représente absolument pas grand-chose en termes de leadership ou de management. Finalement, il suffit d'y croire. Et puis de distiller de temps en temps des points positifs. Et tout ça se passe généralement très bien autour de la machine à café. C'est tout très important dans ce genre d'éléments, c'est d'avoir de bonnes discussions informelles dans des lieux de convivialité qui permettent de fédérer véritablement les équipes. En tout cas, c'est un de mes atouts, on va dire, de pouvoir passer beaucoup par la discussion informelle et de savoir aussi identifier dans une équipe qui va être la personne qui va donner du poids à l'action et quelles vont être les personnes qui sont capables de freiner l'action. Et le but étant de séduire une tout en empêchant que l'autre soit trop négative et réussir à séduire l'autre. In fine, c'est ce qui s'est passé au bout des 4 années, puisque je crois que nous sommes tous à l'heure actuelle, au niveau des enseignants, complètement convaincus de l'importance de l'EMI, de l'importance aussi de mettre chacun sa pierre à l'édifice, mais également de continuer à mener un projet avec des professionnels dans ce cadre-là, sur une période qui est peut-être, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on le voit dans l'avenir, peut-être moins ambitieuse de 5 semaines, parce que 5 semaines, ça peut être lourd. Je vais mettre un petit peu je ne sais pas si je suis un petit peu dans l'anticipation de vos questions à venir, mais 5 semaines, ça peut parfois être lourd pour certains élèves, ou 2 semaines, mais sur des choses peut-être plus courtes. Mais cette collaboration, elle est très riche au niveau des enseignants comme au niveau des professionnels. Je crois que nous avons tous évolué dans nos connaissances et dans nos perceptions de l'autre aussi. Et ça, c'est très important. Et puis pour en terminer avec la deuxième partie de la question, nous faisions de l'EMI, oui effectivement, nous faisons tous de l'EMI dans nos matières respectives avec plus ou moins de savoir, plus ou moins de savoir-faire et plus ou moins de rayonnement oui, également. Et là la différence, je ne me sens pas, moi, pour répondre à votre question, davantage légitime à faire de l'EMI que je l'étais il y a 4 ans. À mon sens, c'est de l'ordre de la croyance personnelle et vraisemblablement également du fait d'un manque de formation qui est imputable à partie à ma faute. Mais effectivement, je ne me sens absolument pas légitime pour faire de l'EMI de la même manière que ce que les élèves ont pu vivre pendant les 4 dernières années. Pour moi, on a vraiment... C'est une éducation qui ne peut que s'enrichir de l'expérience de vrais professionnels du secteur. Alors effectivement, c'est un petit peu différent parce qu'il y a 70 enseignants, donc pas tout à fait la même chose. Donc là, je dirais que pour fédérer, eh bien, dans toute équipe, vous avez des gens qui sont plus ou moins moteurs. Et c'est vrai qu'on s'est appuyé au départ sur des gens qui avaient envie d'eux.
Et je pense que ça, c'est la clé de la réussite. Donc, ils avaient envie d'eux. Et puis, je dirais on avait la chance d'avoir dans l'établissement, on en a parlé ce matin aussi, ça, d'avoir une personne qui a pu être référente et qui a pu donner aussi l'envie d'eux. C'est le professeur documentaliste, qui était déjà très investi dans ce domaine-là, et qui a pu faire le relais auprès de ses collègues. Et on a pu sortir de cette dynamique de matière pour faire quelque chose qui concerne tout le monde. Et ça, je pense que maintenant, là, tout le monde est convaincu donc, de cette nécessité de sortir des différentes matières. Pour reprendre ce que vous avez dit aussi, il y a une petite frustration des enseignants, c'est par rapport à la formation. C'est-à-dire que, oui, ils sont d'accord que c'est important, mais c'est vrai que sur la légitimité, ils ont encore besoin un petit peu d'être accompagnés. Mais je pense que l'aspect quand même positif et qui montre que cet accompagnement, il va continuer dans la durée, si on prend l'exemple du collège, c'est que donc, pendant ces 4 ans, on a mis en place une web radio et donc maintenant, il y a une web radio permanente dans le collège. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça a essaimé et que ça va continuer. Merci. Alors, côté formation, peut-être les enseignants ont-ils repéré quand même des besoins de formation de manière plus explicite par rapport à cela et on pourra bâtir des projets de formation bien ciblés à partir de cette expérience en tout cas. Hein. Ça évolue, ça continue dans le temps. Et donc, merci. Et l'autre chose, c'est, vous avez dit tout à l'heure, encourager les écritures plurielles. Hein, et donc, ça aussi, c'est transversal. Hein, on sort un peu du cloisonnement des disciplines, des formes qu'on a l'habitude de traiter à l'école et on voit comment, dans des contextes différents, même dans des contextes informels ou non formels, puisqu'ils sortent faire les entretiens. Et comment ça s'est passé, cette sortie et rentrée à l'école parce que ça a été fait pendant l'horaire scolaire ou alors ils ont fait aussi de l'extra scolaire. Comment ça s'est passé? Comment vous avez géré aussi la gestion entre le temps scolaire qui est bien figé, qui a ses règles, hein, et la nécessité d'aller interviewer les gens dans leur contexte de vie ou de travail? Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Allez-y, Monique. Alors, en réalité, on a travaillé sur les 2 aspects. Principalement, l'activité s'est déroulée pendant l'horaire scolaire. Comme je disais avant, c'était 5 jours par semaine, 3 heures par jour. Donc, quand c'était possible, on cherchait d'utiliser principalement les heures de français parce que la langue véhiculaire était celle. Ça surtout la première année. Car pendant la première année, l'impact du projet effectivement a été important et pas tous les enseignants ont pu capter tout de suite la portée et l'importance du projet. Et donc, la première année a été un peu reliée aux enseignants de français et aux référents. Peut-être ça a été lié au fait que les autres enseignants ne se sentaient pas si impliqués. Après cette première année d'expérimentation, on peut l'appeler comme ça, même les autres enseignants se sont vus plus engagés, ils ont entendu par rapport à ce qu'ils venaient, on lui a raconté du projet, de ce qui s'est passé, ils ont vu les aspects positifs sur les élèves et donc on a eu un intérêt beaucoup plus important. Et on est arrivé maintenant qu'il n'y avait plus personne qui disait, quelqu'un, oui, en effet, c'est en effet, oui, non, moi je dois faire de la mathématique, ou je peux pas, je suis faire avec le programme, mais on a cherché avec l'aide importante des référents, nous aussi on a eu 2 référentes du projet, une sur le côté Morger et l'autre côté Courmayeur, qui ont eu un rôle fondamental et très important dans la réalisation du projet. Sans l'individuation côté Valdôtain, au moins je ne sais pas exactement comment ça s'est passé et si c'est passé comme ça dans tous les collèges français, d'avoir des personnes référentes a donné un atout et une possibilité de véhiculer le projet parmi tous les acteurs scolaires.
Et donc, je retourne, on a eu des moments qui se sont déroulés pendant l'horaire scolaire et d'autres moments, surtout à Courmayeur, où les élèves ont été invités hors l'horaire scolaire, donc à faire des activités poméridiennes, surtout pour ce qui concerne les interviews aux personnes du territoire. Et puis ensuite, pour tout ce qui concerne les chantiers engagés, ils ont fait beaucoup de sorties qu'ils ont pris donc soit la matinée, soit l'après-midi. Alors, pour le collège de Sionzier, on est sur un public un peu défavorisé, donc c'est important de le préciser, ce qui fait que le choix qui a été fait, c'était tout le temps sur l'horaire scolaire des élèves. Et c'est vrai qu'il y a eu des semaines, donc 5 semaines, hein, en ce qui concerne le collège où il y a eu la résidence de journalistes. Et le choix qui a été fait, par l'équipe de direction aussi, c'est que c'est des élèves qui ont besoin d'être dans des projets. Donc voilà, en fait, on a fait un petit peu éclater toutes les matières ou tous les programmes, et en se disant que c'était la priorité. La priorité, c'était de mettre les élèves en projet. Et puis, on est bien content d'avoir fait ce choix, parce que quand on voit les compétences acquises par ces élèves, et ça a été dit tout à l'heure, qui n'auraient certainement pas été acquises dans le cadre de la classe, ont pu être acquises. Et donc là, c'est une réussite, je pense. Mais chez nous aussi, les deux, on a utilisé un petit stratagème, on dit? Non, c'est français, stratagème? Oui, stratégie, petite stratégie. Moi, j'ai une vanne des fois, je ne suis pas trop sûr. Bon, une petite stratégie, on démarrait le matin, c'était l'horaire scolaire, et après, on prolongeait l'après-midi qui n'était pas l'horaire scolaire. Comme ça, les élèves ne s'apercevaient pas tellement qu'on pouvait sortir de l'horaire scolaire. Non, je dis ça, mais c'est vrai que moi, j'y tenais, qu'on travaillait même pendant l'horaire scolaire, et moi, je disais au prof, c'est l'école. C'est pas un projet comme ça. Et c'est vrai ce que disait ma collègue Michaela. La première année, j'ai eu un peu de mal car il y avait des profs qui disaient mais non, bon comme ça, ou bien des profs qui disaient allez, il y a le Peter, comme ça moi je bois le café et j'ai pas le son. Et c'est nous, et c'était seulement Amandine qui était le prof référent qui suivait tout le projet. Et ça, c'est vrai des fois, et même ma collègue française disait, c'est un peu ceux qui ont envie. Ça, c'est un peu le problème de quelquefois des projets, qu'il y a des profs qui sont hyper actifs, qui ont envie d'eux, et donc qui travaillent 10 fois ce qu'ils travaillent normalement, et il y a d'autres profs qui travaillent un peu moins. Et voilà. Et après la deuxième année, ça a changé et on a vraiment utilisé un peu. C'était comme les élèves. On a même cherché de mettre les profs comme ça, d'y aller le matin, tu ne bosses pas, on mange tous ensemble, tu restes l'après-midi, et donc les deux. Et comme ça, même par exemple, pour interviewer des personnes, bon, c'était nécessaire d'horaires qui n'étaient pas forcément d'horaires scolaires. Les sorties, je veux dire simplement ça a été peut-être génial. Et moi, j'ai vraiment un rappel, c'est la première sortie qu'on a fait. On est monté au refuge Berton, c'était un refuge à 1 heure et demie de Courmayeur. Et c'était la première fois qu'on pouvait sortir après le confinement. On a eu vraiment le confinement dur. C'était la première fois que là, on a pu sortir, enlever les masques, bouger les masques. Et là, ça a été émouvant. On a une photo, on a fait une revue, c'est Boule de neige, et moi je vois cette photo-là, mais vraiment c'était émouvant, hein. Je vois tous les élèves qui sautent les mains en l'air, mais c'était la première fois qu'on sortait, et c'était des mois et des mois qu'on était confinés avec les leçons en ligne. Ça a été dur, et là c'était vraiment une belle journée. Je voulais le dire. Merci beaucoup. Peut-être justement, on peut en venir un petit peu aux élèves maintenant, savoir de votre point de vue, donc à vous, quels bénéfices ils ont retirés de ces résidences en termes de compétences, de savoir-vivre, de savoir-faire, de savoir-être peut-être. Dans les entretiens que moi j'ai pu avoir avec eux, ils ont mis beaucoup en avant des compétences d'ordre, on va dire non formel en fait, social, langage relationnel, voilà, et aussi des choses en lien avec l'actualité ou même des disciplines scolaires. Qu'est-ce que vous avez constaté de leur évolution en fait au cours de ces résidences? Concernant les élèves, la première chose que j'ai envie de souligner, c'est qu'ils ont pour beaucoup gagné confiance en eux. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Confiance en eux en termes de dépassement pour aller interviewer des gens qu'ils connaissent à peine.
ce qui est pour certains du domaine de l'impossible. On a parfois des élèves qu'on a du mal à aller chercher en classe et qui se sont avérés être de bons orateurs devant un micro. Donc c'est déjà une belle victoire. Ensuite, également, ils ont gagné en compétences d'écriture, puisque c'était, même si on n'a pas fait ça en langue italienne, en langue étrangère, mais le français peut être pour certains presque une langue étrangère. Quand on lit certains travaux d'élèves de 6e, on est quand même assez perplexe. Et de leur permettre de travailler cela sur un projet, ça leur a vraiment, pour certains, ça les a débloqués sur l'utilisation de la langue écrite. Donc ça, c'était aussi une vraie surprise et une vraie plus-value sur cette expérience. Après, il y a énormément d'autres éléments qui sont à souligner, de l'organisation aussi, à prendre en amont, enfin, tout ce qui est d'organiser un événement, si ce n'est qu'une interview, mais n'empêche que prendre déjà un premier rendez-vous, etc., c'est quelque chose qui est complètement inédit pour nos élèves de collège en tout cas, et c'est vrai que ça c'était aussi assez intéressant de les mettre en situation de projet en réalité, puisque l'éducation nationale, on n'est pas non plus trop, pour l'instant, du moins, disons pour l'instant, trop enclin à cette démarche de projet qui a été menée pendant 4 années. Donc voilà ce que j'ai pour ma part envie de souligner sur les améliorations, enfin comment dirais-je, les changements qu'ont pu s'opérer chez mes élèves. Oui, merci beaucoup. C'est-à-dire que le projet leur a donné l'occasion de dépasser ses propres limites, mais pas seulement dans des situations de relations, mais aussi sur des situations pédagogiques telles que l'étude de la langue française ou de la langue italienne. Ça aussi, c'est très important parce que parfois, quand on fait des projets, on met l'accent sur les compétences transversales ou dites transversales. C'est un peu flou, mais nous, on a besoin que les élèves dépassent leurs limites aussi dans les compétences qui sont les compétences disciplinaires, parce que comme ça, ils vont acquérir une certaine sécurité aussi par rapport à leur capacité d'étude, à leur capacité de progresser. Donc ce changement de contexte, cette transdisciplinarité et cette occasion de mélange entre le formel et l'informel a créé des conditions favorables pour qu'ils puissent dépasser leurs limites aussi là où ils n'y s'attendaient pas peut-être. Merci de votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres résultats que vous avez pu remarquer chez les élèves? Alors, nous, on avait plutôt mis l'accent sur l'oral avec les élèves. Et je dois dire que j'ai souvent servi de cobaye pendant les 4 ans pour les premières interviews. Et j'ai vu vraiment une évolution, c'est-à-dire l'élève, la manière, quand il venait demander s'il pouvait faire une interview, enfin, tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il y avait autour de l'interview. Donc là, je pense que oui, ils ont gagné en compétences. Et c'est des choses qu'ils n'auraient jamais pu acquérir autre part que... Enfin, en tout cas, dans la classe, pas de cette manière-là. Et sans qu'ils s'en rendent compte, je dirais. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une grande victoire. Merci. Oui, nous, au-delà des compétences linguistiques, évidemment, qui ont été développées, et des connaissances pratiques aussi, j'ai envie de dire, on a des élèves qui ont vraiment découvert une vocation. Et ça, c'est beau. C'est très beau. Oui, autre chose, on a travaillé même sur les registres, on dit comme ça, linguistiques, non? Ça veut dire qu'on a appris aux élèves qui ne pouvaient pas se rapporter de la même façon. Alors moi, je suis assez sportif en ça, non? Je suis pas trop... mais j'avais des élèves, j'avais un élève la première fois qui m'a vu, bon, je dis en italien, il m'a dit « Hey, ciao bro », ça veut dire « Hi bro ». Mais non, ça, tu ne peux pas dire ciao bro, tu peux dire à ton ami comme ça. Alors là, ils ont vraiment appris des fois qu'il y a des registres, qu'il y a selon la personne avec laquelle tu parles, tu dois même changer, tu peux tutoyer, tu peux... Vous voyez, oui. Et donc, c'était génial, j'ai trouvé. Juste 2 mots, à mon avis, la possibilité de... expérimenter ces compétences, donc de transférer les connaissances dans un contexte réel, a joué un rôle aussi très important sur la motivation, car les élèves
ont effectivement vu que les apprentissages qui viennent dans les disciplines, en effet, ont pu être transférés dans un contexte de projet et elles étaient nécessaires pour pouvoir poursuivre dans le projet et dans ce que le projet demandait. Donc, le rôle a été aussi sur la motivation aux apprentissages parce qu'ils ont pu expérimenter d'une façon concrète l'utilité de ce que, en effet, les professeurs lui enseignaient pendant les cours classiques. Ils ont pu donner de la valeur à la tâche, c'est ça. Mais est-ce que les élèves eux-mêmes ont eu l'opportunité de discuter avec vous leurs résultats, ou bien est-ce qu'il y a eu des moments de bilan? Mais oui, je dis une chose pour reprendre ce qu'il disait Michael, pardon. Oui, on a discuté avec les élèves et ceux qui ont vraiment apprécié, selon moi, c'est un peu le produit final. Ça veut dire qu'ils ont travaillé, mais à la fin, ils ont vu le journal télévisé, ils ont vu la revue, ils ont compris qu'ils avaient travaillé pour quelque chose, non? Des fois, surtout moi, je trouve en Italie, non? Quand je viens en France, je trouve que vous êtes, heureusement, hein, vous êtes très pratique et très cartésien, je dirais, non? Nous, les Italiens, des fois, on commence à parler comme ça, moi aussi, et on se perd un peu, non? Et des fois, non, mais c'est comme ça. Des leçons, c'est comme ça, des fois, non? Mais à la fin, on fait des mois, des leçons de littérature. À la fin, les aides disent, mais bon, et maintenant? Mais c'est vrai, non? Et comme ça, là, ils ont vu vraiment un produit final. Et ça, j'ai trouvé génial. Et les élèves ont beaucoup apprécié ça. J'arrête, sinon après, je fais l'italien qui parle toujours. Oui, moi pareil, je vais plus partir en freestyle, mais ce que je veux dire, c'est que donc d'un côté, on avait les élèves qui étaient super motivés, qui s'intéressaient, qui s'impliquaient depuis le départ, et puis à côté de ça, il y avait aussi les élèves qui avaient juste envie d'apprendre à prendre cliché correct pour poster leur selfie sur les réseaux sociaux et pour enfin voilà, avoir une photo de qualité de leur excursion, de leur groupe de potes, et donc bien sûr, je pense que chacun en a retiré quelque chose. Une chose très drôle qui s'arrive chaque année, c'est que la première heure, c'est consacré à la présentation du projet. Et je vais parler du collectif, du projet, et je vais montrer le site sur lequel, à la fin de l'année, on va publier les productions des élèves. Et là, tout le monde y regarde, il n'est pas trop attentif, il ne comprend pas. Et après, dernière semaine, il commence à comprendre que moi, je suis, entre guillemets, rédacteur-chef. Et je vais dire, écoutez, moi, c'est pas tout le monde qui va publier, il faut quand même faire un travail de qualité. Et là, il commence à être stressé. Et vraiment, on va être publié sur le site, mais on peut vraiment le faire. Oui, il faut juste bien bosser. Et après, ils sont hyper fiers. Et ils comprennent une chose qui est 4 semaines avant, ils n'arrivaient même pas, c'est quoi, c'est un blog, c'est un site. Et à un certain moment, ils commencent à maîtriser le fait que voilà, c'est leur production, ils sont juste guidés, mais c'est leur responsabilité. Parce que c'est un produit, il n'est pas publiable, désolé, je suis un peu méchant, mais... Et c'est vraiment une prise de conscience. Et ça, c'est une partie très intéressante. Après, petite anecdote, moi j'ai terminé ma résidence il y a un mois et demi. Et hier matin, je reçois un email bien écrit d'une élève en disant « Bonjour prof, je ne suis pas prof. Voilà le panneau des travaux publics et l'entreprise qui gérait ça. » J'avais demandé de chercher le nom d'une entreprise et il n'avait pas trouvé. Et 4 semaines après, il a trouvé et me l'a envoyé. Je dis, parfait, merci. Et je voulais savoir aussi d'un point de vue donc de l'éducation aux médias, c'est-à-dire de leur rapport à l'actualité, à l'information, aux médias. Qu'est-ce que vous avez constaté comme évolution aussi de ce point de vue-là, notamment une meilleure connaissance peut-être du métier de journaliste, une meilleure. C'est ce qui ressort aussi un petit peu de l'enquête qu'on a menée, c'est-à-dire désormais quand ils lisent un article de journal, ils se rendent compte qu'il y a un travail derrière et que voilà, c'est pas juste un truc écrit à la va-vite. Donc ils sont plus conscients en fait de la valeur de ce travail, du temps que ça prend. Et puis également, on parlait aussi d'un rapport à l'actualité, notamment par rapport à l'Ukraine. On avait discuté un petit peu de ça. Qu'est-ce que vous avez constaté comme évolution par rapport à cette sensibilité peut-être accrue à ces questions-là? Alors, à Saint-Gervais, c'est vrai que j'ai fait
comme on a mené le projet sur 4 ans pour 2 classes, ce qui fait qu'il y a eu une répétition, que les élèves actuels de 3e ont vécu 2 années de résidence journalistique. Donc ils ont été quand même plutôt bien formés et bien instruits à cela. Et c'est vrai que pour la première année, cette année, bon, il faut dire que l'événement, le contexte international est un peu lourd et plutôt prégnant, mais j'ai eu énormément de questions au retour des vacances de février, là, sur le contexte ukrainien, sur le pourquoi du comment, et même des questions sur est-ce que les journalistes étaient en danger là-bas, enfin des choses qui n'étaient jamais sorties auparavant. En réalité, ils ne s'étaient jamais souciés de qui faisait l'actualité, comment l'actualité était faite, ils la mâchaient plus ou moins, mais ils n'avaient absolument aucune conscience de l'humain derrière. Et là, ça les a vraiment beaucoup plus intéressés. Alors, il y a peut-être une question d'âge aussi, parce que je n'ai pas de point de comparaison sur d'autres classes, mais mes 4e et mes 3e étaient extrêmement inquiets, demandeurs d'informations, et puis vraiment aussi concernés par qui faisait l'actualité en Ukraine, qui ramenait cette actualité. On sentait vraiment qu'ils ont compris qu'il y a des êtres humains derrière les articles, derrière l'actualité, et ça c'est vrai que c'est nouveau, c'est une vraie chance là aussi qu'on a pu développer dans le cadre de cette résidence journalistique. Moi, je rajoutais juste quelque chose, c'est que, pour moi, un élève qui réussit sa scolarité au collège, alors c'est pas forcément partager ce que je dis, mais c'est un élève qui sort curieux, au-delà des matières. Et pour moi, c'est l'essentiel. Et je pense que voilà, la résidence a permis à nos élèves d'être de plus en plus curieux, d'être de plus en plus critiques. Et pour moi, c'est le résultat qui était essentiel. Et pour revenir à la prise de conscience, justement, alors on sait, qu'en est-il dans ce projet du caractère polysémique des messages médiatiques, et donc tout le volet esprit critique, le fait que, en effet, le message, c'est une représentation, ce n'est plutôt qu'un reflet de la réalité. Est-ce que les élèves ont travaillé sur cela ou pas ? Ont eu l'occasion de se confronter à la tension entre la représentation et ce que le journaliste finalement porte dans ses articles. On a beaucoup travaillé sur ça, mais en général, je pense que nous, les adultes, on doit faire gaffe à une chose. On parle toujours d'esprit critique et on pense que en face de nous, on a des adolescents qui ne pensent pas, qui sont des moutons. Mais ça, c'est pas vrai du tout. C'est absolument pas vrai. Et ils ont une opinion qu'on peut pas modifier, on peut juste guider, donner des points de réflexion. Mais l'esprit critique de lequel on parle beaucoup, ça existe dans leur tête. Il faut juste donner les moyens pour même pas le développer, parce que ça se développe tout seul, de manière plus critique, on peut dire, de manière intelligente. D'arriver à dire, ok, tu dis une chose, tu as une opinion, mais il faut la sourcer. Oui, mais c'était justement cela la question. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler dans cette direction ? Absolument. Toute la résidence était basée sur ça. Et j'ai vu l'évolution dans toutes les classes sur ça, soit à un niveau individuel et soit à un niveau de groupe aussi. Parce que beaucoup de fois, c'est des débats entre eux, avec leurs mots, qui amènent la pensée à évoluer à la taille de leur capacité. Voilà. Merci. Tu veux conclure ? Bien. On va devoir conclure car l'heure tourne et il faut qu'on laisse un petit temps de débat aussi avec la salle. Juste une dernière chose qui me semblait intéressante de souligner suite aux entretiens qu'on a eus avec les élèves. Cette ouverture à autrui, sur le monde, à l'actualité aussi dont on parle ici, c'est confirmé aussi par eux et aussi par les parents d'élèves qui nous ont dit qu'ils avaient ressenti en fait que ces résidences ouvraient aussi
aussi sur un dialogue autour de l'éducation média entre parents et enfants. Qu'avant, ils se sentaient un petit peu... ils n'osaient pas trop, eux non plus, voilà, se sentir légitimes à discuter de ces questions-là. Ils étaient un peu plutôt dans une posture de protéger, en fait, leurs enfants par rapport aux réseaux sociaux, plutôt dans l'interdiction, on va dire. Et suite à cette résidence, bon, ils se sont rendus compte que voilà, qu'il y avait un dialogue, en fait, qui était intéressant de mettre en place. Et voilà, donc je trouvais intéressant de souligner aussi le rôle du parent, en fait, qui se trouve impliqué également finalement dans ces résidences. Voilà. Voilà. Je te laisse prendre le mot de la fin. Non, mais alors, non, pas le mot de la fin. C'est à vous de poser des questions si vous le souhaitez. On a encore quelques minutes. Si vous avez des curiosités par rapport à ce qui a été fait. Oui. Oui, j'avais deux petites questions qui rebondissent aussi avec l'intervention de M. Cardon ce matin. La première, c'est est-ce que vous avez constaté une évolution dans leur rapport à l'information en termes de volume, c'est-à-dire est-ce qu'ils passent plus de temps aujourd'hui à s'informer, est-ce qu'ils sont plus d'attrait, justement de curiosité dont vous parliez, mais d'attrait pour l'information qu'avant, même si effectivement c'est très difficile à mesurer. Et par ailleurs, au-delà du volume, est-ce qu'en termes de type de contenu, en termes qualitatifs, vous avez constaté aussi qu'il y a une évolution et qui se tourne davantage vers des sources médiatiques, par exemple, sur lesquelles ils n'allaient pas avant, ou voilà. En termes de volume et de nature, de contenu, est-ce que vous avez constaté des évolutions? Qui veut répondre? C'est une question difficile. Je ne sais pas si je vais vous répondre. Ça veut dire que plutôt que sur les volumes, moi j'ai noté une évolution sur l'analyse. Ça veut dire que les élèves démarrent et ils lisent le titre. On est habitué sur Twitter, comme ça, ils lisent 10 mots et ils pensent avoir connu la nouvelle, non? Et avec les journalistes, on a travaillé sur ça. On a travaillé sur la classe de 5e. Donc, ils sont déjà âgés de 18-19 ans, sur les fake news, sur comment, où repérer. Donc, ce n'est pas une question peut-être de volume, mais d'analyse. Alors, si tu lis les premiers 10 mots, non, le grand titre, non, comme ça, bon, tu passes de dire j'ai tout compris. Et là, ils ont appris, grâce aux journalistes, à vraiment un peu analyser, à sortir l'esprit critique. Et surtout avoir vraiment les deux faces des médailles, on dit non, les deux. Ça, je le pense. Et même niveau source. C'est vrai, ce matin, j'entendais que les élèves ne regardent pas la source, non? Ils lisent même si c'est un italien, ça c'est disons le plus grand. C'est un peu indépendant, non, où on trouve les nouvelles. Et les élèves lisaient n'importe où, non, et ils pensaient que la valeur était la même. Donc là, on a beaucoup travaillé avec les journalistes sur les sources. Je ne sais pas si vous avez répondu. J'ai essayé. Merci. Après, en face de nous, on a des élèves au dehors du lycée, des élèves de collège qui ont 12 ans, 13 ans. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Combien de personnes... Il lit des journaux à 12 ans. Même nous, moi j'ai commencé à lire le journal plus tard. C'est vrai que j'avais à la maison des journaux, mais j'ai commencé à m'informer de manière systématique plus tard dans ma vie. Je pense que, comme vous disiez, ce n'est pas une question de volume, mais de capacité. On a préparé le terrain pour préparer des individus, des êtres humains, à avoir des réflexions sur l'information qu'ils vont recevoir. Ça va être une lecture active et pas passive. Si on a réussi à ça, je pense que c'est le but de la résidence. On n'est pas là pour vendre plus de journaux. Voilà. Certains nous ont dit choisir Le Monde, désormais, comme source d'information. D'autres nous ont dit je clique plus sur le premier lien sur lequel je tombe. Voilà. Je sais que le premier lien, en général, maintenant, c'est publicitaire, donc je fais un peu plus attention. Mais ils nous ont dit aussi, oui, voilà, en même temps, on ne fait pas ça systématiquement. Donc, entre ce qu'ils disent et les pratiques réelles, on ne sait pas, mais ils en étaient conscients, en tout cas. Pendant l'entretien, c'est venu d'eux-mêmes. Donc, c'est intéressant de voir que c'est aussi un petit peu conforté par eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Et le micro, s'il vous plaît. Merci.
Bonjour, tout d'abord merci pour ce beau partage et cette expérience vécue de 4 ans. Je suis enseignante en collège en Savoie. J'ai eu la chance aussi de coordonner une résidence de journalistes avec une équipe de professeurs et des journalistes plutôt locaux. Et moi j'avais une question sur l'après en fait. Comment vous envisagez l'après? Vous avez relevé plein de choses bénéfiques pour les élèves, que ce soit par rapport à l'éducation aux médias, mais aussi par rapport aux leviers d'apprentissage finalement qui ont été décelés au niveau des compétences, des savoir-faire, des savoir-être. Et du coup, j'aurais bien aimé savoir comment vous comptez prolonger un petit peu tout ça, parce que c'est pas si simple pour l'avoir vécu. Merci. Merci à vous. Alors, un mot sur l'après. Pour le collège de l'Assomption à Saint-Gervais, l'après se conçoit difficilement sans le retour, peut-être pas sur la même lourdeur, mais en tout cas, il y aura un après qui ne se conçoit plus sans. Et ça, c'est certain. Enfin, voilà, c'est une telle richesse que nous réfléchissons et nous allons monter le projet pour que l'année prochaine, l'après soit fait d'une manière ou d'une autre, avec tous les créneaux possibles et imaginables, et enfin, en termes de financement, etc. On est aussi en train de réfléchir à beaucoup d'éléments, mais enfin, je crois qu'on ne peut plus s'en passer. Voilà. Michaela? Oui, moi aussi, je pense que ce qui a été jeté va rester. L'a dit même avant Alberto, qu'une collègue a dit qu'a pris un point de repère du projet pour introduire une nouvelle typologie de texte. Donc, avant, dans notre école, on ne travaillait pas sur le reportage. Maintenant, entre les typologies textuelles qu'on utilise et sur lesquelles on travaille, il y a ça aussi. Donc, il y a eu un transfert important, même sur les apprentissages et sur ce que les enseignants vont enseigner aux élèves. Et ça a été tiré directement du projet. Ah oui, non seulement donc on est sorti des disciplines, mais on a intégré le projet dans les disciplines. Ça, c'est très intéressant. Chez vous? Je dirais qu'à Sionzier, l'après ne se conçoit pas sans journaliste, malgré tout. C'est-à-dire que les enseignants ont encore besoin, et je le comprends en fait, d'un accompagnement. Alors sous quelle forme, ça reste à déterminer, mais en tout cas, chacun a bien pris conscience de l'apport réciproque nécessaire pour permettre aux élèves, justement, je vais me répéter, mais de devenir curieux. Je confirme. Donc voilà, en tant que prof, vraiment, c'était très intéressant. Personnellement, je ne me sens pas compétente à prendre le relais directement. Je pense que ce serait fondamental de pouvoir poursuivre ce projet ou un projet similaire et être accompagné par des professionnels. Oui, je suis d'accord. L'après, c'est un autre projet, ça c'est sûr. Et ce matin, M. Pequet parlait de la question de la durée, non? Non, ça veut dire ça c'est vrai. Après, c'est vrai qu'on a cherché à créer un bureau de presse des élèves. Et les journalistes ont formé les élèves, mais formé évidemment à niveau élémentaire, ce bureau de presse des élèves. Et on espère que ces mêmes élèves puissent expliquer quelque chose aux élèves au cours des années. Mais je pense que la presse serait un autre projet, hein, ça c'est sûr. Et je confirme que les élèves se posent aussi la question. Ils nous ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire sans Mathieu s'il n'est pas là l'année prochaine? Maintenant, on a une web radio, mais comment on va la faire fonctionner? Voilà, donc ils ont même des petites inquiétudes eux-mêmes par rapport à la disparition en fait, de ces activités. Oui. Alors, je vois que par rapport à la question de cette table ronde, quelles leçons tirer du projet, la nécessité de continuer fait l'unanimité, hein, en quelque sorte. Puis, il y a plusieurs leçons que vous avez si bien illustrées et peut-être il y en a d'autres aussi qu'on va explorer par la suite dans les ateliers et dans le petit groupe. Mais il faudra continuer, on se retrouvera. Hein, donc, ça a été une expérience, ça donne de la bonne dépendance, quoi. On n'en a jamais terminé. Alors, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour conclure. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous.